Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19 h. Ce soir, quelle alternative à Daesh au Moyen-Orient ? À défaut d'être crédibles, les buts de guerre de la France et de ses alliés sont clairs dans leur formulation: écraser Daesh, éradiquer le terrorisme. Chacun sait que ces objectifs, quelle que soit leur pertinence, ne pourront pas être atteints en s'appuyant seulement sur l'appareil militaire. Pour que la vie sans Daesh paraisse préférable à ceux qui, en Irak ou en Syrie, ont pu être séduits par son projet politique, il est nécessaire de proposer une offre plus attractive, un modèle inclusif, capable de répondre aux frustrations des uns, aujourd'hui une partie des sunnites, sans en exclure les autres. Problème, ce modèle semble introuvable aujourd'hui au Moyen-Orient. Les révolutions arabes devaient l'incarner, leur échec, Tunisie mise à part, semble avoir accéléré au contraire la décomposition des États et des sociétés. Dès lors, sur quelle base envisager leur reconstruction ? Quelle alternative à Daesh au Moyen-Orient ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Amit Bozarslan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, politologue, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez publié cette année aux éditions du CNRS « Révolution et état de violence, Moyen-Orient 2011-2015 ». 2011, ce sont les révolutions arabes. 2015, c'est la situation aujourd'hui. Pour discuter avec vous, Stéphane Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'islam politique, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous avez publié, c'est un ouvrage sous votre direction, co-direction d'ailleurs, devrais-je dire, avec Bernard Rougier. L'Égypte en révolution, révolution avec un S, ça a été publié donc cette année aux presses universitaires de France. Et puis au téléphone, Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient, vous êtes chercheuse à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, ainsi qu'à l'IREMAM, l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman. Vous avez publié, vous aussi, cette année, aux éditions du Cavalier Bleu, « Irak de Babylone à l'État islamique ». Alors, l'émission de ce soir est donc consacrée à la recherche, si tant est qu'elle existe, d'une alternative politique, disons, à ce que représente aujourd'hui l'État islamique au Moyen-Orient. Mais peut-être faut-il d'abord voir en quoi Daesh est elle-même une alternative. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Lacroix, que cette organisation qui est plus qu'une organisation aujourd'hui, puisque c'est un État très, en tout cas, une société très structurée, exerce une force d'attraction importante sur une partie de la population sunnite? Oui, dans les situations, dans les pays, où la configuration s'y prête. C'est-à-dire essentiellement dans les zones sunnites d'Irak et de Syrie. Et ça, c'est le fruit d'un travail en particulier en Irak qui a commencé dès 2006. Myriam Benrad connaît ça très bien, avec cette organisation qui s'appelait d'abord l'État islamique en Irak, qui a provoqué une guerre civile, qui a jouer sur l'effondrement de l'État irakien et tout cet espace de vide politique, de chaos qui s'est développé dans toute la partie sunnite de l'Irak, pour justement s'implanter à force de jouer ce que j'appellerais presque les entrepreneurs de conflits confessionnels. On a vraiment une volonté de jouer sur ça pour pouvoir ensuite se poser en Irak comme le défenseur des sunnites. C'est une stratégie qui a été théorisée par ailleurs. Daesh explique dès le départ que c'est sur le chaos et le vide politique, et c'est sur la guerre civile qui pourra prospérer. Et quand la révolution syrienne commence, et qu'assez rapidement, ce même vide politique apparaît dans certaines zones de Syrie, qu'assez rapidement, en partie du fait de la stratégie confessionnelle du régime syrien, on a une confessionnalisation du conflit syrien avec ces mêmes lignes de fracture sunnite-chiite qui apparaissent. On va voir l'État islamique en Irak trouver sur le terrain syrien une opportunité de s'implanter, puisque finalement, c'est la continuité de la configuration qui lui a permis de se développer en Irak. Et donc s'implanter avec l'accord, tacite d'une partie de la population. Amit Bozarslan, vous dites que Daesh, l'État islamique, constitue une réponse brutale, oui, mais une réponse quand même, à la désintégration étatique et l'effondrement social. Oui, je pense qu'à partir de 2011, on voit dans un premier temps le régime de Bachar al-Assad se transformer en une sorte de behemoth, détruisant sa société pour pouvoir assurer sa propre survie. Et n'oublions pas que cette destruction a inclus aussi la libération des militants islamistes les plus radicaux en novembre 2011.
Je crois qu'effectivement, de ce côté-là, on peut dire qu'il y a un effondrement de l'État, mais il y a aussi un effondrement de la société qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, quelques 11 ou 12 millions de Syriens sur 22 millions se trouvent soit déplacés, soit réfugiés dans les pays voisins ou en Europe. Cela représenterait pour un pays comme la France, quelques 33-34 millions de personnes. L'ampleur du désastre est absolument considérable. Et pour aggraver cette situation-là, je dirais qu'en 2013, il y avait quelques 1200 milices en Syrie. Cela signifie la fragmentation du temps en 1200 temps séparés et la fragmentation de l'espace en 1200 espaces séparés. Et je crois qu'effectivement, sans cette extrême fragmentation de la société, de l'espace et du temps, une organisation comme Daesh n'aurait sans doute pas pu avoir la possibilité d'accéder au pouvoir. Cette fragmentation de la société, cette fragmentation de l'État ou des États, elle est importante pour comprendre les succès d'une organisation comme Daesh. Myriam Benrad, est-ce que c'est la seule explication? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette organisation une forme d'idéal politique qui est porté et qui peut être de toute manière attractif et qui permettrait presque de faire abstraction des conditions de son émergence? Écoutez, je pense qu'il y a des aspects fondamentaux qui viennent d'être soulevés par Stéphane Lacroix et Amit Bozarsan. Le premier aspect, c'est la notion de vide, et je crois qu'on n'en parle pas suffisamment parce qu'il y a eu effectivement vide politique. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut quand même bien comprendre qu'on est dans des situations dites post-autoritaires qui n'en sont pas. Et si on prend le cas de l'Irak, en termes d'idéal, s'il y a eu idéal politique, il faut quand même rappeler que les Américains avaient promis la libération aux Irakiens, qu'on avait toute une stratégie de démocratisation de l'Irak qui devait finalement inspirer l'ensemble de la région et faire ce que les Américains appelaient à l'époque le clean break, donc une rupture nette avec cette longue phase d'autoritarisme qui avait détruit de l'intérieur les sociétés. On ne va pas revenir sur l'histoire de la région dans la période postcoloniale, mais toute cette occupation américaine qui s'était justifiée au nom de cet idéal a été en réalité une occupation brutale, qui a en réalité même précipité un retour de l'Irak à l'autoritarisme. Ensuite, la période donc des soulèvements dans le monde arabe 2011 et cet espoir démocratique que j'aimerais souligner parce que il faut quand même rappeler qu'il y a eu des promesses de fait à l'époque de soutien à ces transitions politiques, de soutien aux groupes qui portaient un idéal démocratique et qui étaient prêts à porter un certain nombre de réformes et à faire que cette région ait un autre avenir que celui auquel on assiste. Et puis tout cela a été écrasé par des mouvements de contre-révolution, à commencer par des régimes ou ce qu'il restait de certains régimes qui sont tellement voraces et dans la prédation qu'ils étaient prêts à tout, y compris à jouer la carte djihadiste pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il faut quand même savoir que si on prend le cas de l'Irak, de la Syrie ou même de l'Égypte de Sisi, le djihadisme est évidemment le prétexte à toutes sortes de politiques répressives, de lutte contre le terrorisme, qui justifient donc le retour au tout autoritaire. Et l'État islamique, quant à lui, eh bien, incarne, oui, de fait, un idéal. Alors, il est vrai que c'est parti de l'aliénation des sunnites en Irak, mais en réalité, aujourd'hui, le groupe articule un discours qui est un discours radical dans son côté révolutionnaire, qui est un discours donc de lutte contre la tyrannie, un discours qui consiste aussi à dire que sur l'incurie des gouvernants et des despotes, eh bien, les djihadistes, donc l'État islamique, vient rétablir la sécurité, les services, lutter contre la corruption, contre les corrompus, contre l'oppression, contre l'humiliation, rétablir l'honneur au-delà du monde musulman face à un Occident dont les ingérences ont été catastrophiques. Le fait est qu'aujourd'hui, pour rebondir sur l'intitulé de votre émission, l'alternative, elle va être très difficile à trouver parce que ces sociétés sont écrasées et les éléments qui pouvaient incarner un espoir de réforme sont écrasés. Je voudrais juste d'ailleurs... Oui, Myriam Benrad, juste pour que la discussion puisse vraiment prendre vie, on revient vers vous très vite, hein, bien entendu. Je voudrais réentendre à nouveau Amit Bozarsan et Stéphane Lacroix sur ce que vient de dire Myriam Benrad, justement, sur ce vide politique, enfin ce vide même plus qu'un vide politique qui explique le succès de l'État islamique, les succès de l'État islamique. Moi j'ai lu chez certains auteurs, je ne sais pas si vous les connaissez, ils ont sorti un livre au printemps sur l'État islamique justement, Olivier Hahn et Thomas Flichy de la Neuville, qui disent que cette organisation c'est plus qu'une organisation
plus qu'une organisation criminelle, pardonnez-moi, c'est un rêve arabe. Est-ce qu'on peut aller jusque-là, d'après vous, Hamid Bozarslan? Je ne dirais pas un rêve arabe, d'autant plus qu'on voit que la population sunnite a massivement quitté aussi les espaces contrôlés par l'État islamique, aussi bien en Irak qu'en Syrie. De Mossoul, de la région de Mossoul, par exemple, pratiquement 1 million de sunnites sont partis tout de suite après l'arrivée de l'État islamique. Je dirais que l'État islamique sans doute incarne un double principe ou une double pratique. En premier lieu, il faut effectivement reconnaître que l'État islamique a une rationalité. C'est un État c'est une organisation, une forme d'État qui pense la stratégie, qui peut mener une guerre, qui peut mettre en place des organes de pouvoir, aussi bien à Raqqa qu'à Mossoul. Voilà, il y a des gouverneurs, il y a des fonctionnaires, il y a des services sociaux. Il y a des services sociaux, il y a des concours de fonctionnaires. Et de l'autre côté, on voit aussi que cette même État islamique est également dans un processus suicidaire de destruction, mais aussi d'autodestruction qui est assez accéléré. Cette autodestruction se traduit par des attentats par milliers ou par l'augmentation de ses ennemis, aussi bien dans le monde arabe qu'ailleurs. Et je crois que cette deuxième logique, qui est la logique suicidaire, contredit la logique de rationalité qui particularise l'État islamique beaucoup plus qu'Al-Qaïda dont il est issu. Et je crois que cette situation est quand même assez unique dans l'histoire du Moyen-Orient. Peut-être qu'il y a eu d'autres périodes, comme l'époque nazie. Bien entendu, deux situations sont très différentes. Mais à l'époque nazie, beaucoup de philosophes, parmi lesquels Hannah Arendt ou Benjamin, se demandaient comment un pouvoir pouvait être à la fois un pouvoir rationnel, bureaucratique et un pouvoir autodestructeur. Stéphane Lacroix, et ensuite je reviendrai vers vous, Myriam Benrad. Vous partagez cette analyse. C'est un État, enfin c'est une organisation de type suicidaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer une pérennité. C'est pas considéré, par exemple, aujourd'hui comme un laboratoire politique, ce que représente l'État islamique, qui est quand même le premier État salafiste. Enfin, en tout cas, qui pourrait le devenir. Stéphane Lacroix. Moi, je trouve effectivement ce qui est difficile à analyser dans l'État islamique, c'est qu'il est fondamentalement paradoxal. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la pérennité et dans le suicide, comme l'a très justement dit Hamid Bozarslan, c'est à la fois aussi un projet révolutionnaire et un projet contre-révolutionnaire en même temps. Et ça, je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez toute une partie de ceux qui sont les cadres de l'État islamique, qui sont des djihadistes pour certains, aguerris, des gens qui croient en cette utopie islamiste radicale s'incarnant dans le califat, etc. Avec ce projet aussi qui est un projet messianique, cette idée qu'il y a une lutte eschatologique entre l'islam et les ennemis de l'islam, et que cette lutte, elle doit se terminer dans cette bataille finale qui aura lieu en Syrie. Enfin, tout ça fait partie de cette rhétorique, et cette rhétorique, elle est présente dans les esprits d'une partie des membres de l'organisation. Et puis derrière ça, vous avez un projet qui est contre-révolutionnaire, c'est-à-dire, vous avez très concrètement d'abord des gens qui sont issus de l'appareil baathiste irakien, qui sont des gens qui étaient les bureaucrates autoritaires, sécuritaires de l'époque de Saddam Hussein, qui sont entrés en insurrection après la chute de Saddam Hussein et qui se sont découverts plus ou moins tardivement des accointances avec l'islam radical, qui aujourd'hui font fonctionner d'une certaine manière la structure de l'État islamique. Précisément, s'il peut se permettre de fonctionner comme un État, c'est parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui savent ce que c'est qu'un État, puisqu'ils ont fait partie d'un État pendant des décennies. Et au-delà, vous avez dans le projet de l'État islamique aussi ce projet de retour à l'ordre. C'est-à-dire d'un côté c'est bousculer l'ordre et de l'autre c'est ramener l'ordre. Et je pense que ça explique pourquoi en particulier sur le terrain l'État islamique est accepté. Moi j'ai des amis en Syrie dont la famille vit dans les territoires contrôlés par l'État islamique. Les gens vous disent, ils aiment pas tellement la rhétorique de l'État islamique, l'idéologie, ils n'y croient pas. N'empêche qu'aujourd'hui, en Syrie, dans les territoires contrôlés par l'État islamique, on peut se déplacer à peu près librement. On prend pas de bombes sur la figure parce qu'on prend beaucoup plus de bombes dans les territoires contrôlés par l'opposition ou dans les territoires contrôlés par le régime. Donc pour des raisons toutes simples, toutes pratiques, il y a un minimum de vie qui s'organise. C'est pas le cas dans d'autres zones en Syrie. Si on ne comprend pas ça, Myriam Benrad, on ne peut pas proposer un contre-modèle? Je pense que ce qui vient d'être dit est fondamental dans la mesure où on le voit, c'est un mouvement, une organisation, enfin même la définition de ce que c'est est très controversée. C'est quelque chose en tout cas d'extrêmement complexe, voire de monstrueux, qui agrège un certain nombre de dynamiques, d'aspects.
Et la définition du contre-modèle, on en est loin. Enfin, si votre question, c'est le contre-modèle, on en est loin. L'autre problème étant, je parlais du tout autoritaire, c'est qu'aujourd'hui, la question démocratique, enfin, en tout cas, l'idée de la démocratie, elle est complètement discréditée. Et d'ailleurs, l'État islamique, ce qui ne veut pas dire que l'espoir démocratique n'existe pas, au contraire, mais l'État islamique fait en sorte, dans son discours révolutionnaire aussi, en tout cas, de présenter cela comme une tromperie finalement des Occidentaux, avec des références évidemment à l'expérience irakienne, en faisant référence aussi à ce que les processus démocratiques ont donné dans d'autres pays, à savoir des résultats quand même très mitigés, voire très décevants. Donc on en revient à la notion de vide au sein duquel ce groupe, cette organisation se déploie et agrège finalement aujourd'hui tous les mécontentements. Est-ce qu'on peut au moins dire, Myriam Benrad, que l'échec justement des printemps arabes, alors je mettais la Tunisie à part quand même, explique en partie la montée justement et la progression de l'État islamique? Oui, de ce point de vue, d'ailleurs ils le disent, ils se présentent comme les vrais révolutionnaires, les vrais souars, là où ceux qui se réclamaient de la révolution sont finalement ont été soit cooptés par le système, soit n'ont pas su répondre à la demande du peuple, qui était d'ailleurs en l'occurrence une demande sociale en même temps qu'elle était politique. Et c'est bien pour ça que je faisais référence à la question des services, des hôpitaux, enfin tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Ils ont aussi un projet de développement qui a fait défaut, et là j'en reviens à la question de la demande sociale. Ce qu'on a reproché aux autorités transitionnelles dans beaucoup de pays, donc après les 10 printemps arabes, c'était l'absence de réforme. Et eux finalement dans leur expression radicale, se targuent d'avoir été capables, y compris évidemment par la violence, le recours à la violence, d'avoir rétabli ou du moins procédé à ces réformes que rien n'avait permis précédemment, y compris ces interventions, encore une fois, étrangères qui ont été catastrophiques. Alors ça, c'est le thème de votre livre, Amit Bozarslan, Révolution et état de violence. Vous vous interrogez justement sur les raisons qui ont fait que ces révolutions arabes qui promettaient justement d'instaurer un nouveau modèle dans le monde arabe se sont traduites finalement par une montée extrêmement forte de la violence et cette désagrégation des États et des sociétés. Oui, je pense qu'on a là, disons, le legs du XXe siècle, mais un legs du XXe siècle qui est radicalisé. Le legs du XXe siècle, je crois que par exemple, si vous prenez la Tunisie et l'Égypte, malgré l'horreur du coup d'État de Al-Sisi en Égypte, vous avez une société, la capitale joue un rôle central. L'Égypte et la Tunisie sont centralisées depuis le XIXe siècle. Le fait tribal est poussé, disons, vers les marges des deux sociétés. Il y a la question copte, mais vous n'avez pas un conflit confessionnel interne à l'islam. Alors que si vous prenez le cas de l'Irak, le cas de l'Iran, de la Libye, du Yémen et de la Syrie, dans ces cas-là, dans ces pays-là, vous avez une situation entièrement différente. Les pays sont récents, la capitale n'a jamais pu fédérer, ce sont des républiques de province, le phénomène tribal est extrêmement puissant et surtout, en dehors de la Libye, le phénomène confessionnel est extrêmement puissant. Donc je crois que là, le fait que la confession peut à un moment donné intervenir, le sunnisme, le chiisme ou la confession alawite, est déterminé à la fois, disons, l'appartenance des individus, mais aussi des tribus à des entités plus larges, constitue une source de radicalisation des conflits. Mais en tout cas, proposer un modèle démocratique, alors comme les Américains, par exemple, ont envisagé de le faire en 2003, c'est-à-dire l'idée de l'intervention en Irak, c'était aussi d'instaurer la démocratie dans la région. Est-ce que du fait de l'échec des révolutions arabes, je rappelle, mis à part la Tunisie, ça rend ce modèle-là inopérant aujourd'hui? En tout cas, dans l'immédiat, oui. Je veux dire, il faudrait d'abord sauver les meubles en Syrie. Il faudrait sauver la société syrienne. Comme j'ai dit, la société syrienne disparaît. Rien n'indique qu'en 2020, on va pouvoir encore parler de la société syrienne ou irakienne. La situation est beaucoup trop grave pour qu'on puisse envisager, disons, aujourd'hui la construction d'un modèle démocratique. Et il faudrait rappeler aussi que à partir de la répression très sanglante qui commence dès le 15 mars 2011 en Syrie, le conflit syrien se radicalise et à chaque été, vous avez une réconfiguration totale du conflit. La violence qu'on observe durant une période courte de 10 ou 11 mois s'épuise et on passe à une sorte de violence, cette fois-ci infiniment plus radicalisée, dans un nouveau cycle qui s'ouvre. Je crois qu'aujourd'hui, parler dans le cadre de la Syrie d'un modèle démocratique, ce serait assez
assez utopique. L'urgence, c'est de sauver les Syriens. Bon alors Stéphane Lacroix, un modèle démocratique inopérant en tout cas pour l'instant, en Syrie mais peut-être aussi plus largement dans le Moyen-Orient, même si le Moyen-Orient, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, mais de Beaux-Arslan, c'est une appellation qui pose problème, mais en même temps il faut bien nommer les choses. Donc modèle en tout cas démocratique inopérant pour l'instant, Stéphane Lacroix, alternative politique inexistante en tout cas en Syrie. Est-ce qu'au moins on peut dire que dans la région, il y a peut-être des modèles politiques qui peuvent servir d'horizon à ceux qui vivent aujourd'hui sous l'emprise de l'État islamique? Je sais pas, je pense à l'Égypte, je pense à la Turquie, je pense à l'Arabie Saoudite, l'Iran, pourquoi pas? Même l'Iran, évidemment, c'est extrêmement différent puisque c'est un pays chiite. Et puis la Tunisie, évidemment. Enfin, alors avec toutes ses imperfections, et puis la Turquie aussi, d'ailleurs, est très imparfaite. C'est un modèle qu'on critique beaucoup. Ça reste des États dans lesquels il y a quand même un jeu démocratique, pluraliste, qui est très loin de correspondre à une démocratie parfaite, mais nous-mêmes d'ailleurs, est-ce qu'on correspond à l'idéal type de la démocratie en France ou ailleurs? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais oui, alors le problème c'est que ce qu'on va dire pour la Tunisie en particulier, parce que le débat se fait beaucoup, j'avais des collègues qui expliquaient en particulier, et j'étais en partie d'accord avec eux, que le modèle tunisien était la meilleure réponse, c'était l'antidote à Daesh. C'est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que le modèle tunisien, il a créé un espace de pluralisme politique, et c'est extrêmement bien. Il a intégré les islamistes, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire il a montré aux partisans de l'islam politique qui pouvaient continuer à exister comme force politique à travers un jeu politique démocratique. C'est quelque chose qui est important parce que c'est un débat qui a duré longtemps au sein de l'islam politique. Les frères musulmans avaient beaucoup évolué sur la question dans les décennies précédant la révolution égyptienne. En Égypte, on les voit à partir des années 80 adopter de plus en plus la rhétorique de la démocratie. Et alors, il y a toujours des ambiguïtés qui vont subsister dans la rhétorique des frères musulmans. N'empêche que quand la révolution arrive en Égypte, ils disent, nous, on croit en un système politique démocratique. Leurs opposants, et n'y croiront jamais, diront, c'est un double discours, ils n'y croient pas, etc. N'empêche que vous prenez les discours des frères musulmans, c'est très clair. Aujourd'hui, vous parlez avec les frères musulmans après le coup d'État en Égypte, dans la base en particulier, beaucoup vous disent, la démocratie, c'est un jeu de dupes, on n'y croit plus. Donc, il y a aussi un désamour de la démocratie chez une partie de ces islamistes qui avaient pourtant franchi ce pas. La Tunisie est importante parce qu'elle montre, avec Narda, que ce désamour, il n'est pas automatique, il n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais juste terminer sur ça. Il y a une autre question en Tunisie qui est encore plus importante que celle du pluralisme politique, c'est celle de la justice sociale. C'est-à-dire que ces révolutions de 2011, on les a souvent seulement vues comme des révolutions qui voulaient mettre en place une démocratie pluraliste, un peu à la manière française ou européenne. Ces révolutions, elles avaient aussi un message profond de justice sociale. Elles venaient souvent, comme en Tunisie, de Sidi Bouzid, des couches les plus paupérisées de la société. Et sur ça, hélas, en Tunisie, il n'y a pas de réponse. C'est cette absence de réponse qui aujourd'hui fournit en Tunisie le terreau du développement de l'État islamique et du mouvement djihadiste en Tunisie, qui précisément menace le système démocratique qui s'est construit. Alors j'allais justement venir sur cette question, Myriam Benrad, est-ce qu'il faut réfléchir en termes de modèle politique, ou bien est-ce qu'il faut prendre la question sous un autre angle? La dernière fois qu'on s'est vu pour l'émission, c'était il n'y a pas très longtemps. On discutait un petit peu après l'émission et vous m'aviez posé cette question, enfin en me disant que ça pourrait être une question à poser un jour ou l'autre. Par où commencer la reconstruction du Moyen-Orient? Est-ce que, enfin c'était peut-être pas le Moyen-Orient d'ailleurs que vous aviez utilisé comme terme, mais en tout cas voilà, est-ce que réfléchir à un modèle politique, c'est la bonne façon d'envisager une alternative crédible à l'État islamique? Alors déjà, il y a une chose tout de même, c'est qui réfléchit au modèle politique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en tout cas, si on parle des Occidentaux, on est quand même largement décrédibilisé aujourd'hui. C'est pas nouveau, ça remonte encore une fois à l'Irak, à cette guerre qui a accouché du pire. Donc aujourd'hui, le fait est que l'influence occidentale est fondamentalement remise en cause, on le voit. Nous n'avons pas de politique articulée envers cette région et surtout notre influence est aujourd'hui assez largement mal perçue. Donc on a une marge de manœuvre très, très limitée. Et quant au modèle politique qui ressortira de tout cela, pour faire référence à ce qu'a dit notamment Hamid Bouzarslan sur cette logique suicidaire d'État islamique, il est probable que l'État islamique finisse par s'effondrer sur lui-même du fait de facteurs endogènes sur lesquels nous n'aurons aucune influence. Je crois que maintenant, il va falloir réfléchir sur le temps long parce que la réalité, c'est qu'au moment où tout le monde essaie de trouver des solutions, entre guillemets, il n'y a pas de solution. Nous sommes dans un mouvement historique qui est une rupture.
Et il est très très difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il va en sortir. Et c'est bien pour cela que tout le monde panique, parce que les flux de réfugiés ne cessent, parce que aujourd'hui le terrorisme eh bien nous rattrape. Et de ce point de vue, je pense qu'on a été naïf de croire que qu'on pouvait laisser finalement assister à l'effondrement du Moyen-Orient sans que tout cela nous rattrape. Nos modèles politiques vont être profondément remis en cause. On le voit déjà avec l'adoption d'un certain nombre de mesures sécuritaires, dont un certain nombre de lois qui vont finir par être liberticides. Donc le monde est en train de changer et le Moyen-Orient a rattrapé finalement ce Moyen-Orient qu'on avait laissé en marge de la mondialisation, et bien rattrape tout le monde en montrant un peu l'autre face de cet ordre mondial qu'on avait voulu croire parfait et qui l'a aussi relevé de l'utopie, à mon avis. Vous avez écrit dans un article récent, j'aurais pu vous dire quand, Myriam Benrad, la mise en échec du djihadisme, je crois que c'était au mois de juin, se trouve au cœur de ce sunnisme contradictoire et tourmenté. Ça veut dire que la solution ne peut venir que de l'intérieur ? La solution politique, en tout cas. Alors, du côté sunnite, si vous voulez, c'est quoi les sunnites? C'est qui les sunnites? Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a un monde sunnite lui-même très divisé. Il ne faut pas croire que tous les sunnites, aujourd'hui, adhèrent au projet idéologique totalitaire de l'État islamique. Le fait est qu'ils n'ont pas d'alternative, qu'ils n'ont plus de représentation politique depuis maintenant 10 ans et plus. Donc, de ce point de vue, c'est très complexe. Maintenant, au niveau des dynamiques intra-sunnites, il y avait des fenêtres d'opportunité il y a encore un an qui ont été systématiquement ratées. Lorsqu'il a fallu soutenir un certain nombre d'acteurs, notamment les tribus qui étaient prêtes à prendre les armes et à chasser les djihadistes de leur contrée sur le modèle de ce qui s'était passé en 2007-2008 en Irak, et bien rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que les options stratégiques, elles sont minimes. Amine Bozarslan, l'organisation tribale justement de certaines sociétés, est-ce que ça peut être une base de reconstruction ? Très difficilement parce qu'on voit par exemple dans le cas de l'Irak en 2003-2004 les tribus sont extrêmement actives, mais après la montée de la violence et la mise en place effectivement de noyaux de ce qui va devenir l'État islamique, les tribus disparaissent de la scène. Elles reviennent un peu sur la scène en 2007, mais à partir de 2013-2014 l'espace des tribus se trouve très très limité. En 2011, en Syrie, les tribus jouent un rôle, mais dès 2013, avec la montée précisément de la violence, les tribus disparaissent de la scène. Les tribus peuvent gérer deux types de conflits, soit les conflits sont à très basse échelle, basse dimension, et ce sont des conflits finalement assez réguliers avec des arbitres. Dans ce cas-là, effectivement, les tribus peuvent jouer un rôle, ou alors les tribus se transforment en armées régulières ou quasi régulières, comme c'est le cas en Libye ou au Yémen. Mais dans une situation comme la Syrie ou l'Irak, on peut très difficilement imaginer que les tribus puissent devenir la base, disons, d'une reconstruction. En tout cas, il faut forcément que ça passe par une reconstruction des États. Il faudrait que ça passe par déjà la pacification. Je ne sais plus par où commencer. Est-ce qu'il faut commencer par l'État? Parce que la Syrie et l'Irak tels qu'ils existaient n'existeront plus. Est-ce qu'il faut commencer par l'État? Est-ce qu'il faut commencer par la pacification? Je crois qu'il y a deux éléments aussi qu'il faudra absolument prendre en considération. En premier lieu, la pacification signifie aussi la pacification régionale. Or, on sait que 3 pays dans la région, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont joué et continuent à jouer avec le feu. L'Iran en soutenant quand même un régime sanguinaire jusqu'à aujourd'hui et sans faille, et en mobilisant aussi le Hezbollah, l'Arabie Saoudite en finançant et en continuant à financer en partie avec le Qatar la mouvance djihadiste, et la Turquie, tout le monde sait qu'effectivement la Turquie est devenue le lieu de passage de ces éléments djihadistes. Donc je crois qu'en même temps, il faudrait se rappeler aussi que ces 3 pays sont extrêmement fragiles. La Turquie est infiniment plus fragile qu'on ne le pense, avec la question kurde, mais aussi avec la question confessionnelle alévi. L'Iran est très fragile. L'Arabie Saoudite risque d'être effectivement l'un des terreaux de déstabilisation à l'avenir. Je crois qu'effectivement, si on doit pacifier la région, il faudrait, avant toute autre chose, faire de sorte que ces États ne puissent plus utiliser une puissance de nuisance. En deuxième lieu, je crois qu'il est quand même aussi nécessaire qu'on sorte de notre propre aveuglement. Juste pour vous donner un exemple, la ville de Falloujah est tombée le 4 janvier 2014. La ville de Falloujah en Irak est une ville de 350 000 personnes, habitants, et cet événement gigantesque est passé comme un fait divers sur vos ondes, mais aussi dans le monde, aussi à Washington Post, aussi à Bruxelles, Washington ou Paris. Et 6 mois après, le 10 juin 2014, c'était cette fois-ci
le tour de Mossoul, une ville d'1,3 million habitants. Je crois qu'ici on avait réagi dès le 5 janvier 2014. Très probablement on aurait pu éviter beaucoup de catastrophes aux Irakiennes, mais in fine aussi aux Européennes. En même temps, ça veut bien avoir du recul sur des événements qui se déroulent à chaud. C'est toujours extrêmement compliqué. Stéphane Lacroix. Je voulais revenir sur ce débat au sein du sunnisme, que Daesh comme crise du sunnisme. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai vu l'émergence de Daesh, alors évidemment dès 2006, mais plus encore après la chute de Mossoul, quand tout le monde s'est mis à en parler. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout le monde, toutes les autorités religieuses du sunnisme, pas seulement les autorités officielles, mais au sein des mouvements islamistes, ont fait bloc contre Daesh. Je parle même pas des frères musulmans et des islamistes entre guillemets fréquentables. Je parle de Al-Qaïda, qui majoritairement a expliqué que Daesh était des incultes et des gens qui connaissaient rien à la religion. Et de fait, au sein de Daesh, vous n'avez pas une seule figure religieuse respectée. Ils ont des cheikhs qui sont essentiellement des jeunes, qui ont un parcours religieux qui est complètement en deçà de n'importe quel cheikh moyen de n'importe quelle organisation concurrente. Juste après d'ailleurs les attentats parisiens, le grand imam de la mosquée Al-Azhar au Caire, qui est une des références, on va dire, dans la hiérarchie de l'islam sunnite, a appelé à engager une bataille intellectuelle et idéologique contre l'État islamique. Absolument, c'est ça qui est frappant, c'est que tout le monde est contre eux. Mais là encore, évidemment, lui, quand imam d'Al-Azhar, il parle au nom de l'islam officiel égyptien, donc de toute façon sa parole engage aussi la parole de l'État égyptien. Mais bien au-delà, le moufti d'Arabie Saoudite, y compris en Arabie Saoudite, ils sont salafistes, on pourrait imaginer qu'ils sont du côté de Daesh. Tous les oulémas d'Arabie Saoudite expliquent à longueur de journée sur les antennes saoudiennes que Daesh est un groupe impie, qu'il faut combattre absolument, etc. Et pourquoi ça ne prend pas alors c'est ça la vraie question. Moi, je pense que la légitimité de Daesh, c'est une légitimité qu'ils ont construite par l'action. J'appelle ça une légitimité de performance. C'est pas tant une légitimité théorique qui a trait à leur discours, qu'on a tendance quelquefois à prendre un peu trop au sérieux, que précisément parce qu'ils ont montré que ça marchait. Avec ce projet un peu messianique de cet État qui finalement s'est créé un peu, une sorte d'état de fait, quoi. Parce qu'il est là, ça montre que ça fonctionne, et parce que ça fonctionne, la prophétie s'est réalisée, et parce que la prophétie s'est réalisée, on est légitime. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière aussi, dans la manière de le combattre, il faut prendre ça en considération. Dès lors que Daesh cesse de fonctionner comme État, il perd du même coup sa légitimité, qui ne tient qu'à son action et à sa capacité à réaliser concrètement son projet. Myriam Belrad, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et comment est-ce qu'on fait pour combattre efficacement une organisation qui justement démontre que les paroles et les actes sont à peu près conformes? C'est la principale force, parce que et on en revient à la notion de vide. Quand il n'y a plus rien, que des pays sont dévastés, en tout cas dans le cas de l'Irak est dévasté depuis maintenant les années 90, c'était le cas avant même l'intervention américaine. Eh bien, oui, le rétablissement de services, la construction d'hôpitaux, de routes, le retour des biens de consommation à Mossoul ou dans d'autres villes, alors que ces populations étaient privées de tout depuis des années, va légitimer politiquement un projet qui par ailleurs a très peu de légitimité auprès d'un certain nombre d'acteurs, à commencer, comme l'a dit très justement Stéphane Lacroix, les acteurs religieux. Et de ce point de vue, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a aussi un phénomène générationnel, parce que et là on en revient à la question par exemple des tribus, ce sont des jeunes combattants qui généralement par exemple vont voir les chers en leur imposant l'allégeance à l'État. Donc il y a aussi une revanche générationnelle dans tout ça, et ça parle à nos sociétés également. Quand on s'intéresse au phénomène de recrutement de l'État islamique et quand on est surpris, qu'on prétend être surpris par le jeune âge d'un certain nombre de combattants occidentaux qui rejoignent le groupe, eh bien oui, il y a une revanche générationnelle au Moyen-Orient et aussi jusque dans nos sociétés derrière ce phénomène qui, encore une fois, sur le vide, eh bien a construit sa popularité et sa force. Myriam Belrad, en 2006, le général américain, général Petrus, avait organisé une partie de l'ancienne résistance sunnite à l'occupation américaine. Il l'avait organisé en ce qu'on a appelé les brigades du réveil ou les Sawa. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut le prononcer. Est-ce que c'était une bonne méthode, même si derrière il y a eu énormément de désillusions de la part de ceux qui avaient rejoint ces brigades, mais est-ce que ça peut être une façon d'agir? C'était pas une méthode parfaite, ça procédait à l'époque d'un contexte particulier. Les tribus s'étaient rapprochées des généraux américains parce que, en l'occurrence, l'État islamique d'Irak leur avait pris le contrôle de la contrebande de pétrole et d'un certain nombre de trafics. Donc il faut pas y voir non plus un réflexe surpatriotique. La réalité, c'était qu'il y a eu arrangement
entre l'armée américaine et ces fameux combattants du réveil contre les djihadistes. Ça a apporté un mieux relatif, le problème étant que derrière rien n'a suivi, c'est-à-dire que ces combattants qui demandaient une intégration au sein de l'armée, des forces de sécurité qui demandaient des prérogatives locales ont été soit écrasés par Nouri al-Maliki, l'ancien premier ministre irakien, soit abandonnés par les Américains qui n'ont tenu finalement aucune de leurs promesses et qui étaient déjà dans une logique de désengagement rapide. Donc, et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout cette possibilité. Pourquoi ? Parce que l'État islamique a, de manière très stratégique, anticipé la possibilité d'un nouveau réveil et a tué des centaines de membres de tribus dans les régions qui sont tenues par le groupe. Si on prend le cas de l'Irak, par exemple, il y a eu des tribus entières qui ont été éliminées par les djihadistes. Donc malheureusement, c'est ce que je disais, aujourd'hui la configuration a changé. Par ailleurs, le groupe s'est régionalisé, globalisé. Le problème n'est plus exclusivement irakien, n'est plus exclusivement moyen-oriental, il est aujourd'hui global. Donc ne pas vouloir essayer d'appliquer des recettes du passé à une situation qui est évidemment extrêmement singulière, Hamid Bozarslan. Oui, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé en 2007 avec ce réveil tribal ne sera pas possible parce que les tribus ont été extrêmement déçus et je crois que Myriam Benrad a rappelé que aussi bien en Irak qu'en Syrie, les tribus qui pouvaient être susceptibles de s'opposer ont été éliminées physiquement. On a très peu parlé de ces massacres, ou alors là aussi c'est passé comme un fait divers, mais je crois que la donne démographique anthropologique a changé aussi. Myriam Benrad a souligné, je crois qu'il a raison, sur le phénomène générationnel, l'importance du phénomène générationnel qui a marqué le XXe siècle au Moyen-Orient. Le radicalisme de gauche des années 50-60 était en partie un radicalisme de très jeunes militants. Le radicalisme de Al-Qaïda aussi. Ben Laden avait à peine 20 ans lorsqu'il est entré sur scène dans les années 60, à la fin des années 70, au début des années 80. Et lorsqu'on regarde les structures démographiques de la Syrie de 2011-2012, on voit tout de suite qu'il y a 400 ou 500 000 jeunes de 14 ou 15 ans. Ces jeunes-là, depuis 4 ou 5 ans, ont accès aux instruments de la violence, et pas seulement aux ressources, disons, de première nécessité, mais aux instruments de la violence. Ils ont connu une certaine ascension et on leur explique que leur génération va être la génération de la refondation du califat, disparu non pas depuis 1924, mais depuis 1400 ans. Donc, ils seront en quelque sorte les successeurs directs du prophète et des 4 premiers califes. Lorsque vous promettez cela à un jeune syrien, et ils sont très nombreux, irakiens, et aussi en partie européenne, là vous pouvez comprendre l'une des clés de lecture du succès de Daesh. Dans les années 50-60, Hamid Bozarslan, il y avait un idéal pour cette jeunesse du monde arabe qui pouvait être incarné par le nationalisme arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce nationalisme arabe pourrait constituer une alternative politique à ce que représente Daesh ? Ou bien est-ce qu'on n'est plus du tout dans cette idée-là ? Je pense qu'il a autant il a des éléments unificateurs du monde arabe, autant il y a aussi des éléments de partage. Je dirais qu'effectivement, si vous regardez le côté tunisien, égyptien, voire en partie jordanien, ce nationalisme existe et peut-être que ce nationalisme essaye aussi de se définir désormais en termes démocratiques, parce que le nationalisme des années 50-60 était quand même très autoritaire, bien que de gauche. Aujourd'hui, il y a une sensibilité arabe qui essaye de trouver une voie démocratique. Mais je crois que si on regarde les pays partagés comme le Yémen, la Libye, l'Irak ou la Syrie, la situation est sans doute différente. Stéphane Lacroix ? C'est plus facile dans des pays comme l'Égypte ou la Tunisie, qui sont des vieux pays, où là on a vu par exemple le général Sissi jouer sur la corde du nationalisme égyptien, qui est un vieux nationalisme qui remonte au 19e siècle. Et là ça fait sens. Et là ça a marché d'ailleurs. C'est ce qu'il a utilisé pour diaboliser Morsi, en expliquant Morsi c'est un islamiste, donc c'est un internationaliste, donc c'est quasiment un djihadiste. Et c'était ça toute la rhétorique qui a permis de mettre fin au régime Morsi. Mais dans d'autres pays ça marche moins bien effectivement. Quand vous êtes en Irak, en Syrie, vous avez un nationalisme qui est plus récent, qui est plus fragile. Je veux dire, la période depuis la fin de Saddam Hussein en Irak, c'est quoi ? C'est 12 ans. C'est quasiment un dixième. C'est un peu plus d'un dixième de toute l'histoire de l'Irak comme pays. Ça veut dire que, cet État, il était récent et ça fait, déjà un dixième de son histoire qui n'existe quasiment plus. On a du mal à imaginer que des gens aujourd'hui veuillent de nouveau défendre son intégrité. Enfin voilà, c'est sur ce enfin qu'on va se quitter. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour cette discussion. Hamid Bozarslan, Myriam Benrad et Stéphane Lacroix.